Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce mardi 29 décembre rentre dans l'histoire de notre pays, la République de Guinée. C'est ce matin que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré la République de Guinée free d'Ebola. Cette épidémie hémorragique à virus Ebola qui a commencé en Guinée en décembre 2013 par Gekedou est déclarée en mars 2014. 3351 cas confirmés, dont 2083 décès, 453 cas probables, 211 agents de santé ont été infectés, 115 y ont laissé leur vie, 1268 guéris d'Ebola pour 6220 orphelins. Voici le terrible bilan de cette épidémie dont nous avons été débarrassés ce matin. Pour en parler, un gros plateau des partenaires et des acteurs. Sur ce plateau, Dr Mohamed Bellossine, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Sakoba Keita, coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre Ebola, Dr Mandi Kader Kondé, consultant, ministère de la Santé, professeur René Megliani, général français à la retraite, conseiller bien sûr du coordonnateur de la lutte contre Ebola, Dr Mohamed Ag Ayoya, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Dr Ousmane Faye, laborantin de l'Institut Pasteur de Dakar, Aloussen Makanera Kake, ministre de la Communication de la République de Guinée. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Nous allons commencer cette émission avec Mohamed Bellossine. Professeur, bonjour. Bonjour. La déclaration officielle de l'OMS pour la fin Ebola en Guinée. Au moment où nous parlons, ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas de maladie à virus Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo, Conakry. Le petit corps héroïque de cette fillette a vaincu la maladie, aidé en cela par le traitement administré par une équipe très dévouée et professionnelle. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. Denaonare Ebola la Guinée la ni. Chankaro Manto Ebola Baraban la Guinée. Fure Mahar Khili Ebola Baragnan la Guinée. Ebola AP la Guinée. C'est peu dire que cette épidémie a entraîné de graves perturbations, comme il a été dit en introduction, dans la vie économique et sociale du pays. Presque tous les secteurs d'activité ont été touchés. Le secteur de la santé a subi des conséquences sérieuses en termes d'utilisation des services essentiels. Il a payé un lourd tribut à travers les professionnels qui sont morts en essayant de sauver la vie de leurs prochains. Éducation, transport aérien, activités minières, échanges économiques, pèlerinage à la Mecque ont subi les effets négatifs de cette situation. Au plus fort de l'épidémie, en novembre 2014, le pays enregistrait des centaines de cas par semaine. Le tissu social a été mis à rude épreuve. Les communautés, les familles et les individus ont été marqués par l'incrédulité, la peur, l'incertitude du lendemain, le choc des deuils multiples dans des périodes très courtes. Dans ce contexte, avoir réussi à interrompre la transmission de ce virus mortel revêt un caractère d'immense succès national. Il faut rendre un hommage appuyé au gouvernement et au peuple de Guinée. Dans l'adversité, ils ont réussi à faire front et à lutter avec courage et abnégation contre l'épidémie. Il faut saluer aussi le caractère pionnier et visionnaire
de l'acceptation des essais cliniques d'un nouveau vaccin et de certains traitements. Les professionnels de la santé, de la mobilisation sociale, de la communication, les bénévoles, les organisations de la société civile, les communautés et les services de sécurité ont tous fait preuve d'un sens très élevé de solidarité, de responsabilité et d'engagement. La communauté internationale n'a pas été en reste avec son appui moral, matériel, technique et financier. L'expérience acquise ne doit pas être perdue. Maintenant que le répit de la fin de l'épidémie est là, nous savons que le virus est redoutable et qu'il est capable de résurgence. L'histoire récente dans un pays voisin est venue nous le rappeler. Encore 90 jours de surveillance épidémiologique renforcée, le maintien d'une capacité d'investigation solide, la mise en place d'un plan de riposte rapide, la prise en charge des guéris d'Ebola et la relance du système de santé sont les meilleures garanties pour prévenir de nouvelles flambées épidémiques. Le gouvernement s'y attelle, la communauté internationale est engagée à le soutenir. L'Organisation mondiale de la santé continuera avec tous ses partenaires à remplir son mandat et à appuyer tous ses efforts. Permettez-moi donc, au nom de la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Margaret Chan, et de la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Machitizo Moeti, d'exprimer nos plus sincères félicitations au peuple et au gouvernement de Guinée pour ce phénoménal succès. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, que de bonnes nouvelles ce matin de mardi 29 décembre qui rentrent dans l'histoire. Le représentant de l'OMS en Guinée l'a dit tout à l'heure, c'est une journée d'un caractère d'immense succès national. Docteur Sakoba Keita, bonjour. Bonjour, monsieur. Depuis plus de 2 ans, ou près de 2 ans, vous êtes à la tête de la cellule nationale créée par le chef de l'État pour lutter contre Ebola. Je vous sens soulagé ce matin, docteur. Effectivement, je me sens très soulagé. Je me sens en une journée de fête pour pouvoir manifester ma joie face à cette victoire éclatante que nous venons d'enregistrer dans la lutte contre Ebola. Et je pense que cela ouvre un lendemain heureux pour mon peuple. Lendemain heureux pour le peuple de Guinée. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le lourd tribut que la Guinée a payé à Ebola, sur les grands chiffres? Bon, parler de lourd tribut, on ne pourra faire que des estimations. En termes de vie humaine, vous venez de rappeler qu'on a perdu près de 2536 âmes. Les dégâts économiques et sociaux, il y a des familles qui se sont disloquées, sont incommensurables. Nous mettrons un peu de temps avant de réparer toutes les conséquences que cette épidémie qui a duré 2 ans dans notre pays, qu'on puisse les réparer. Cependant, nous gardons l'espoir qu'avec la détermination et l'appui des partenaires, nous y parviendrons le plus rapidement que possible. Professeur Bélocine, je reviens à vous, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, à la pointe de ce combat également. En dehors de la déclaration officielle de l'organisation, quel est le mot que vous avez ce matin pour tous les téléspectateurs qui regardent cette émission, ici en Guinée et puis à l'extérieur de la Guinée? Je crois que le mot que j'ai, c'est le mot de respect et de remerciement. Parce que sans l'implication de toute la communauté, nous l'avons vu vraiment sur le terrain, et sans l'adhésion de la communauté, on n'aurait pas pu atteindre ce résultat. Et donc, respect pour un peuple qui a donné de lui-même et qui, dans la souffrance et la douleur, a pu surmonter et aider les professionnels à l'aider à surmonter cette dure épreuve. Merci. Respect. Je vous retrouve tout à l'heure. Docteur, tout à l'heure. Quelle satisfaction, mesdames, messieurs, en cette journée historique pour la République de Guinée, pays déclaré free d'Ebola, une maladie qui sévit dans notre pays depuis décembre 2013 et qui aujourd'hui, 2 ans après, 2 ans, 3 semaines, la Guinée est free d'Ebola aujourd'hui.
Sur ce plateau, je reçois ici à ma gauche M. Mohamed Ag Ayouya. Il est le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en abrégé, et à ma droite, le général René Megliani de la coopération française. Jean, je vais commencer par vous. On a vu la France très mobilisée, la communauté internationale très mobilisée autour de la Guinée. On a vu d'abord Air France qui n'a pas coupé les ponts avec la Guinée. On a vu également Annick Girardin, la secrétaire d'État française à la coopération, venir jusqu'à Macenta. Même nous avons vu le président français, François Hollande, jusqu'en Guinée, à Conakry, à Donka, là où il y avait même le principal centre de traitement. Comment vous expliquez cet engagement très fort de la France auprès de la Guinée dans la lutte contre Ebola? Alors, la France a des liens historiques, vous le savez, avec la Guinée, et je pense que la France voulait marquer son soutien, parce que dans cette crise sociale, sanitaire, économique, on l'a dit tout à l'heure, il fallait vraiment être aux côtés de la Guinée. Et la France a fait le choix d'être aux côtés de la Guinée et a marqué cet engagement par, vous l'avez dit, la continuation des lignes aériennes, parce que vous savez que le premier réflexe sur une grande épidémie, surtout une épidémie d'Ebola, c'est de fermer les frontières. Et là, il ne fallait pas fermer les frontières aériennes. Et ça a permis d'avoir un espèce de cordon ombilical avec l'Europe. Et donc ça, c'était la première mesure. La ministre Girardin est venue plusieurs fois pour marquer que, effectivement, les autorités françaises étaient impliquées et venaient voir le développement des actions françaises, la construction de centres de formation, le centre de formation des soignants, etc. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, si je peux utiliser cette expression, c'est l'arrivée de notre président de la République, qui, je crois, a fait l'action qu'attendaient les Guinéens, venir. À mon sens, c'est le seul président étranger en dehors des présidents africains qui est venu. Et je crois, à mon avis, que c'était vraiment quelque chose d'important et qui a réjoui et a réchauffé le cœur des Guinéens au moment où l'épidémie n'était pas terminée. Au moment où l'épidémie n'était pas terminée, le cœur des Guinéens a été réchauffé également par la communauté internationale. Monsieur Ayouya, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'UNICEF en Guinée. L'UNICEF était lead de la mobilisation sociale et de la communication. Tout à fait, Monsieur Kabakonde. Merci d'abord beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin d'être sur ce plateau. Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés durant cette épidémie terrible. Parmi eux, malheureusement, il y avait 519 enfants de 0 à 17 ans. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, l'UNICEF a été engagé dès les premières heures dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que justement, au niveau des Nations Unies, le mandat nous avait été donné pour être le lead avec la coordination nationale et en appui au gouvernement dans ces secteurs extrêmement sensibles. Surtout pour l'épidémie du genre Ebola, qui était une épidémie méconnue en Guinée et qui est une épidémie qui fait extrêmement peur. Donc, c'est le lieu pour moi de remercier justement tous les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, notamment les communautés, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, parce que c'est avec eux que nous avons justement pu faire passer des messages sur le terrain, avec les communautés, avec l'ensemble justement des couches vers lesquelles nous sommes partis pour les sensibiliser sur cette maladie qui était, comme je l'ai dit tantôt, inconnue en Guinée. Ça n'a pas été facile. Vous avez vu combien de fois nous avons fait ensemble face à des résistances un peu partout dans le pays. Mais je crois qu'avec l'engagement de l'ensemble des partenaires en appui à la coordination nationale et au gouvernement, et avec l'engagement aussi très fort des leaders religieux, des jeunes et des femmes, nous avons pu combattre ces résistances-là. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'effort et des résultats qui sont obtenus. Laissez-moi aussi dire tout simplement que, comme vous le savez, l'épidémie a commencé avec un enfant, il y a 2 ans à Méliandou. Et comme l'a rappelé le représentant de l'OMS, elle s'est terminée avec un enfant ici à Conakry. Donc l'UNICEF ne pouvait qu'être vraiment engagé auprès du gouvernement et avec l'ensemble des partenaires pour faire en sorte justement que cette épidémie-là prenne fin le plus tôt possible. Et nous sommes contents, nous nous réjouissons aujourd'hui, Dieu merci, des résultats obtenus en Guinée. UNICEF à gauche, UNICEF à droite, dans toutes les villes, tout le monde, dans tous les villages, tout le monde parlait UNICEF. Les gens avaient l'impression que UNICEF même, ce sont des médecins. Et cet engagement, est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes représentant de ce système des Nations Unies dans le domaine de la protection de l'enfance, est-ce que vous êtes satisfait? Nous sommes entièrement satisfaits. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, avec l'ensemble des partenaires, l'UNICEF a joué sa partition. À l'UNICEF, il y a aussi des médecins. Donc, nous avons joué aussi ce rôle de médecin sur le terrain, pas directement dans les centres de traitement, mais nous avons appuyé bien sûr la prise en charge à travers par exemple les médicaments et autres choses. Nous nous réjouissons encore une fois de ce qui s'est passé sur le terrain. Nous nous réjouissons énormément de l'appui que l'UNICEF a pu apporter dans cette crise. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous nous réjouissons beaucoup plus du travail que nous avons fait
encore combien de fois difficile avec les communautés en appui à la coordination nationale et au gouvernement avec l'ensemble des partenaires. Nous jouissons essentiellement aussi du fait aujourd'hui que ces réseaux qui ont été formés existent. C'est le lieu pour moi de dire que ces réseaux vont continuer à fonctionner bien après Ebola parce que le système de santé doit être renforcé. Et une partie du renforcement du système de santé veut dire aussi que les communautés doivent être engagées et les communautés doivent participer. Donc nous allons continuer ce travail avec elles et avec bien sûr le ministère de la Santé pour faire en sorte que le système de santé aujourd'hui de la Guinée soit encore plus fort qu'il était quand Ebola arrivait dans ces pays. Jean Meglani, je reviens à vous. Vous êtes le conseiller du coordinateur Ebola. En dehors de cet engagement politique de la France, que pouvez-vous nous dire en plus du travail qui a été effectué au niveau de la coordination sur le plan technique, avec vous, avec la France, dans le domaine des laboratoires, dans tous les domaines? Alors avant de commencer, je voulais dire que je n'étais pas le seul conseiller, il y a eu d'autres conseillers qui sont venus. J'ai été un des conseillers avec le docteur Momboli du Congo qui sommes restés le plus longtemps auprès du coordinateur. Alors les actions qui ont été menées, le coordinateur l'a dit ce matin dans la conférence de presse, ça a été surtout à partir du mois de septembre de mettre en place une véritable coordination à la hauteur de l'événement. Vous savez que l'épidémie à ce moment-là battait son plein, il y avait des centaines de cas par semaine, c'était très difficile avec l'aide des partenaires financiers et techniques. Il y a eu mise en place d'une véritable coordination. Ça, c'était le début. Et bien sûr, pour coordonner et aider le coordinateur, des conseillers qui sont venus appuyer de leur expérience pour l'aider à gérer cette épidémie. Dans tous les domaines, des progrès ont été faits. D'abord, la prise en charge des patients. Vous savez qu'on a parlé de centres d'isolement au début et après on a parlé de centres de traitement. Ils étaient insuffisants. Ils ont été augmentés en nombre pour mieux prendre en charge les malades d'Ebola. La prise en charge, et là il faut reconnaître le travail extraordinaire qui a été fait. Je veux le souligner parce que c'est quelque chose qui m'a frappé, de la Croix-Rouge guinéenne qui a véritablement pris en charge pour l'essentiel les décès liés à Ebola. Et vous imaginez que c'est un travail difficile, un travail où on est confronté avec la mort tous les jours, les équipes de la Croix-Rouge, et ils ont fait un travail extraordinaire. Vous savez que par moment, on a parlé des rumeurs, on a parlé des problèmes de réticence dans les populations, ils ont été parfois agressés, et pourtant, il faut le dire, ils ont fait un travail extraordinaire. En dehors de la prise en charge et des décès, bien évidemment, il faut un diagnostic sûr. Et là, il y a eu des laboratoires. Le premier à venir, un laboratoire important, ça a été le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar, qui a véritablement fait, avec les laboratoires nationaux de l'Institut de Santé Publique, un travail extraordinaire pour faire les premiers diagnostics. Le laboratoire européen mobile à Guékédou. Je cite ces deux laboratoires parce qu'ils ont été pionniers et ils ont fait un travail extraordinaire. Ensuite, ça a été renforcé par d'autres laboratoires qui sont venus renforcer ces actions. Dans le même domaine, ils ne se sont pas arrêtés à faire que du diagnostic, ils ont fait de la recherche pour trouver des tests plus rapides. Le test PCR dont on parle, qu'ils pouvaient réaliser en moins de temps, et c'était important pour la lutte. Des tests au lit des malades, au chevet des patients décédés. Ils ont fait un travail, là encore, extraordinaire. Le point suivant, c'était la communication, et là, monsieur le représentant de l'UNICEF en a parlé, c'est véritablement, probablement, l'élément, à mon avis, essentiel pour une lutte contre une épidémie comme ça, c'est de savoir communiquer avec la population. Et au début, il faut bien le dire, une maladie nouvelle, inconnue des populations, inconnue du système de santé, finalement dans son ampleur inconnue aussi des partenaires. Tout le monde a peut-être un petit peu au début pas su comment s'adresser à la population. Mais finalement, avec l'expérience, avec les moyens mis en œuvre, les personnels qui se sont dévoués sur le terrain, beaucoup a été fait en termes de communication avec la population. Ensuite, bien sûr, pour finir, les éléments logistiques qui sont indispensables, vous savez que c'est le nerf de la guerre, et là, les logisticiens ont fait un travail extraordinaire. Et enfin, pour terminer, la recherche. La recherche accélérée. On ne peut pas dire que rien n'avait été fait, rien n'était dans les cartons d'Ebola, puisque des équipes avaient travaillé sur des possibles vaccins, pour des possibles diagnostics, pour des possibles médicaments. Le problème, vous le savez, c'est que avant qu'un laboratoire s'investisse dans un vaccin, il faut qu'il ait un retour sur investissement. Et tout ça était dans les cartons. Mais avec les procédures accélérées de l'Organisation mondiale de la santé, tout a pu être développé rapidement. Et la Guinée a accepté, ça a été souligné par monsieur le représentant de l'OMS, a accepté d'être, pas le cobaye, mais le pays qui fait le vaccin. Et ça a été un triomphe. Le vaccin est efficace, il a été utilisé. On espère, on y croit, le coordinateur l'a dit, que
on a protégé les contacts des personnes guéries et qu'on n'aura pas, ce qui malheureusement s'est produit plusieurs fois maintenant au Libéria, des résurgences de la maladie liées aux personnes guéries porteuses du virus. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Monsieur Ayoua, je termine avec vous. Tout à l'heure, M. Megliani même l'a dit, la communication a été essentielle dans tout ce qui s'est passé. UNICEF en a profité pour aider vraiment la communication, surtout publique en Guinée, avec beaucoup de radios rurales qui sont arrivées. Mais l'UNICEF, ce n'est pas seulement cette lutte contre Ebola. L'UNICEF, c'est la scolarisation de la jeune fille. C'est également la protection de la mère et de l'enfant. C'est également l'eau et l'hygiène. Est-ce qu'après Ebola, tout ce système va continuer? Et dans quelle forme? Mais ce système existait déjà avant Ebola et je pense que même avec Ebola, nous avons quand même investi énormément pour ouvrir les classes. Donc pour s'assurer que les enfants reviennent à l'école. Nous avons aussi investi énormément dans la mise en place des forages dans les villages. Donc nous avons contribué aussi à rendre disponible l'eau potable dans plusieurs villages qui ont été affectés par Ebola, mais aussi qui n'ont pas été affectés par Ebola. Et ce sont des choses qui vont continuer. La scolarisation des filles, vous en avez parlé, est une priorité de l'UNICEF. Bien avant Ebola, elle a été durant Ebola, elle restera après Ebola une priorité de l'UNICEF, dans laquelle nous allons continuer à nous investir énormément. Comme aussi l'hygiène et l'assainissement. Aujourd'hui, nous avons des programmes énormes pour justement continuer à mettre en place des forages à travers les pays, notamment dans les zones rurales, dans les zones qui n'ont pas été affectées par Ebola, mais aussi dans certaines zones qui ont été affectées par Ebola, où les besoins existent. Donc ce sont des programmes qui vont continuer. Et nous avons été ici avant Ebola, nous avons été ici pendant Ebola, nous resterons après Ebola pour donner tous les soutiens qu'on puisse donner au gouvernement dans l'ensemble de ses composantes, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, le ministère de l'Environnement, etc. Donc ce sont tous ces programmes-là qui étaient là avant, qui ont été renforcés pendant Ebola et qui vont continuer à être mis en œuvre après Ebola et dans une envergure encore plus large sur l'ensemble du pays. Je veux quand même profiter de ce plateau pour quand même dire que malheureusement Ebola a fait aussi beaucoup d'orphelins, 6220 orphelins. Ce sont des enfants pour lesquels l'UNICEF va continuer à être présent. Nous allons continuer à les suivre. Nous allons continuer à faire tout ce qu'on peut faire pour s'assurer que ces enfants puissent avoir le minimum de conditions nécessaires pour leur épanouissement, notamment qu'ils puissent aller à l'école, que les familles puissent être capables de leur donner les soins de santé quand cela est nécessaire. Et donc c'est un programme aussi que nous allons continuer, notamment avec le ministère de l'Action sociale, la promotion féminine et l'enfance, pour que ces enfants-là, qui aujourd'hui sont orphelins malheureusement, puissent ne pas être laissés à eux seuls. Et donc nous serons là, l'UNICEF sera présent avec eux, avec leurs familles, pour donner tout l'appui qu'on pourrait donner à ces familles et à ces enfants-là. Monsieur Ayoua, merci d'être venu. Merci. En général, merci. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Édition spéciale de la télévision nationale et de la radiodiffusion nationale de Guinée pour parler de cet événement exceptionnel qui aujourd'hui représente la fin de l'épidémie à virus Ebola qui a fait tant de mal en Guinée. Sur ce plateau, à présent à ma droite, M. Alucène Makanera Kake, ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Kaba Kondé. À ma gauche, professeur Mandi Kader Kondé. Il est président de la commission recherche dans Ebola, en même temps conseiller et consultant. Professeur, bonjour. Merci d'être là. Bien, monsieur le ministre, tout à l'heure, j'avais sur ce plateau le représentant de l'UNICEF qui était là, on a parlé communication. Mais nous savons également que la lutte contre Ebola, c'était sur deux plans. Le plan scientifique, mais également le plan de la communication et de la mobilisation sociale. Comment tout ça est entré en ordre, monsieur le ministre? Sous votre égide, bien sûr. Bon, c'est vrai que depuis la proclamation de l'existence de l'épidémie d'Ebola en Guinée, nous avons pris l'initiative au niveau du département de la communication de regrouper autour de nous le ministre de la Santé, les techniciens de notre département, les journalistes de la presse privée et publique. Ce jour-là, l'actuel coordinateur n'était pas encore coordinateur, mais il était présent. Et je crois que cette première communication, bien qu'elle n'était pas parfaite, mais elle a porté fruit. Parce qu'au moment où on s'apprêtait à aller dans la salle, il y avait des gens qui nous demandaient même de demander au président de la République de déclarer l'état d'urgence ou l'état de siège, tellement que les gens avaient peur. Mais par rapport à l'intervention du docteur Sakoba, il nous a fait comprendre que si le virus n'a pas un traitement spécifique et n'a pas de vaccin,
Par contre, les moyens de prévention étaient à la portée de tout le monde et que le virus n'a ni pied ni aile. Donc, si vous respectez les mesures édictées par les spécialistes, on peut naturellement faire toutes les affaires et éviter la contamination. Donc, depuis cette date, nous avons mis en mouvement toutes les structures de notre département et grâce à l'appui de l'UNICEF, nous avons pu toucher l'intérieur du pays à travers les radios rurales, à travers les communicateurs traditionnels, les hommes d'église et des mosquées, pour avoir une communication qu'il fallait en ce moment. Le départ, il y a eu des erreurs au niveau de la communication puisqu'on a fait croire que le virus n'avait pas de remède. Mais par la suite, grâce à l'expertise de nos partenaires que je salue de passage, qui sont venus nous appuyer, nous avons compris que s'il n'y a pas un traitement spécifique, mais à chaque fois vous venez plus tôt dans les centres de soins, vous augmentez la chance d'être guéri. Et quand les premiers guéris ont commencé à sortir des centres de santé et que nous avons pu mettre en relief ces sorties et nous avons humanisé les centres de traitement qui étaient considérés au départ comme des lieux pour aller mourir, les gens ont commencé à accepter petit à petit les mesures que les spécialistes ont édictées. Professeur Kader, je vous retrouve dans cette émission, président de la commission recherche Ebola. La lutte également, c'était dans le domaine de la science, puisque c'est une épidémie qui n'était pas connue ici en Guinée. Que s'est-il passé au niveau de vous, les scientifiques, jusqu'à ce qu'on est parvenu à trouver un vaccin? Écoutez, la route a été longue, mais aussi on a profité de l'opportunité de cette épidémie pour voir comment les retombées scientifiques peuvent bénéficier aux malades, aux populations, aux communautés. Rappelez-vous que c'était un chaos Ebola au début, où on ne connaissait pas grand-chose. Et le fait que les autorités aient accepté une écoute attentive des scientifiques a permis à ce que la Guinée apporte une contribution majeure à cette riposte au niveau mondial. Et c'est ainsi que, avec l'ouverture et l'autorisation du chef de l'État, de la coordination, on a eu à tester plus de 40 protocoles scientifiques ici dans ce pays. Nous avons eu, comme les prédécesseurs l'ont dit, à tester plus de 7 médicaments, plus de 8 tests de diagnostic. Et je pense que tout ça a apporté une note extrêmement importante comme contribution scientifique de la Guinée à jour. Une des contributions majeures, ça a été l'essai clinique vaccinal, le vaccin. Initialement, dans les protocoles qui ont été faits, rien n'était prévu pour être déroulé un essai vaccinal en Guinée. Et c'est grâce à l'Organisation mondiale de la santé, quand la Guinée a soulevé la question, puisqu'il était prévu un essai vaccinal au Libéria avec la NIH, un essai vaccinal en Sierra Leone avec CDC Atlanta, mais rien n'était prévu pour la Guinée. Et c'est comme ça que l'Organisation mondiale de la santé a pris sur elle le leadership de mettre en place un consortium où il y a eu le gouvernement de Norvège qui a été le premier à accepter de participer et d'aider la Guinée. Ensuite, c'était MSF, ensuite le Canada, Wellcome Trust et d'autres partenaires. L'avantage, c'est que nous avons pu rapidement, avec tout l'engagement, tester ce médicament. Il faut dire qu'un tester un médicament et des vaccins, ça prend 10 à 15 ans. Mais avec l'exception, au niveau mondial, tous les partenaires se sont mis ensemble, que ce soit ceux qui désignent les essais cliniques, que ce soit ceux qui font la régulation, ceux qui autorisent et légalisent, les comités d'éthique, tout s'est mis en place pour que ce essai vaccinal ait pu avoir lieu. Et je rappelle que la Guinée a été l'un des seuls pays à mettre un essai clinique vaccinal de phase 3, c'est-à-dire en pleine période d'épidémie. Même les autres, malgré tous les efforts et les moyens, ils n'ont pas eu cette chance que nous avons eue ici. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique, le Lancet, et les résultats sont très encourageants, comme vous l'avez vu. Donc, ça montre que malgré que nous n'étions pas très impliqués au départ,
la Guinée a apporté cette contribution majeure au monde scientifique. Alors, si je reviens sur l'autre aspect scientifique, hein, on a vu pendant les différentes émissions que nous passions ici à la radio, à la télévision, qu'il y avait souvent des cas de résurgence, comme on l'a constaté au Libéria. Que faudrait-il faire pour ne pas qu'on y arrive? Mais il y a également le cas des relations personnelles que doivent entretenir les guéris d'Ebola avec leur famille. Parce qu'il y a eu un cas, par exemple, à Macenta, où un guéri d'Ebola, après avoir retrouvé sa femme à sa guérison, la dame a été foudroyée. 2 jours seulement, elle est morte après. Ça va dans les perspectives de l'inconnu avec Ebola. Il y a 2 axes majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler avec l'appui des partenaires. C'est le suivi des cohortes de guéris d'Ebola et puis des familles affectées, des orphelins et aussi des affectés d'Ebola. Et notamment la transmission par voie sexuelle, comme beaucoup d'autres maladies, a été évoquée. Et nous avons actuellement des cohortes, enfin des groupes de survivants et de guéris d'Ebola qui sont en train d'être suivis pour pouvoir mieux documenter ce que nous sommes en train de faire. L'autre axe, le deuxième axe, c'est tous les aspects écologiques et environnementaux. Vous savez que le virus est dans la nature et en rapport avec l'écosystème où il y a le déboisement, la désertification, la pénétration de l'homme dans la forêt. Et tout ça fait que, quelque part, le virus est plus facilement en contact avec les communautés. Et là aussi, c'est le deuxième axe sur lequel nous sommes en train de travailler pour éviter toute surprise. Maintenant, au niveau des comportements, au niveau des choses, c'est très délicat, comme vous le savez. Mais des messages ont pu être délivrés en termes d'abstinence, en termes de préservation, en utilisant du condom ou des préservatifs. Mais les socio-anthropologues nous ont beaucoup aidés dans cette étude parce qu'ils ont permis vraiment de comprendre la perception des malades, la perception des populations vis-à-vis d'un mal qui était inconnu auparavant et qui a entraîné un grand choc et beaucoup de rumeurs. Et ces études ont permis vraiment d'affiner et d'orienter les travaux de riposte, de microcerclage et de ratissage qui ont pu être faits durant cette épidémie. Monsieur le ministre de la Communication, je reviens à vous. La dynamique de la communication a joué un rôle extrêmement important. Des messages forts ont été élaborés. S'il y avait un message aujourd'hui au nom pratiquement de tous ces communicants qui ont intervenu et de tous ceux qui ont initié quelque chose de bon, que direz-vous? Je voudrais dire d'abord qu'aujourd'hui, au sein du Nouvel An, c'est le plus beau cadeau que l'Éternel pouvait offrir à la Guinée. Mais comme on le disait pendant la période difficile, il y a une alliance entre nous et l'Éternel. Lorsque vous dites Dieu, je n'adore que toi, lui aussi il dit que tu n'as pas de fardeau, sauf ce que tu peux prendre. Ce que tu ne peux prendre, il prend pour toi. C'est pour dire, c'est grâce à Dieu que nous sommes sortis de cette épidémie, mais c'est parce que des Guinéens, des expatriés, des ONG se sont investis pour sauver la vie des Guinéens. Et pour cela, ma pensée va d'abord à toutes les victimes, ceux qui ont perdu la vie pendant cette période. Surtout à ces techniciens de la santé, ces docteurs qui ont perdu la vie en cherchant à sauver d'autres vies. Mais je n'oublierai pas nos compatriotes qui ont été tués à Womé. Des images insupportables que nous avons vécues. Et comme on le disait ce jour-là, que la meilleure façon d'aider ces morts, c'est de faire en sorte la cause pour laquelle ils sont morts, que cette cause puisse voir le jour. Et aujourd'hui, on a vu ce jour-là. Donc je voudrais saluer et féliciter tous ceux qui ont participé à cette riposte et leur dire qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est dans les moments difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de leur histoire. Et il n'est secret pour personne que notre pays, la Guinée, pendant ces 2 ans, a traversé une période difficile. Et tous ceux qui, de près ou de loin,
ont participé à cette riposte, ils peuvent s'estimer heureux aujourd'hui d'avoir participé à la rédaction de la page la plus glorieuse de notre histoire. Et c'est pourquoi je voudrais que cet événement soit fêté à la hauteur de l'épreuve subie par notre pays. Et je demande au Seigneur, seul capable de tourner les roues de l'histoire selon ses désirs, d'agréer ceux qui sont morts, de combler le vide autour de ceux qui ont perdu leurs parents et de donner une vitalité économique à notre pays après cette période. Parce que c'est lui qui l'a dit, qu'il éprouve les peuples. Et lorsque vous gérez correctement, il vous récompense par ses bienfaits. Ça, c'est un dénominateur commun pour toutes les religions révélées. Et je crois que notre pays va bénéficier de la générosité divine qui permettra à la Guinée d'être encore un pays grand et qui va certainement être la locomotive de la sous-région parce que la volonté politique est là et que le leadership du président de la République dans cette riposte permettra également de faire en sorte qu'on puisse avoir des maladies, mais jamais, plus jamais, une épidémie de telle envergure. Monsieur le ministre, merci d'être venu. Merci beaucoup. Professeur Kader, merci. Merci. Édition spéciale de la télévision nationale consacrée à la fin de la lutte héroïque menée par le peuple de Guinée contre le virus Ebola. Ça n'est fini aujourd'hui. Sur ce plateau, Dr Ousmane Faye de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, à ma gauche, Dr Mamadou Harouna Gingari. Vous êtes le représentant adjoint de l'Organisation mondiale de la santé. Je viens à vous tout à l'heure. Monsieur Faye, quand il y a eu les premiers cas à Macenta, le correspondant de la presse à Macenta, Félix, avait envoyé les premières nouvelles. Ensuite, les premières équipes guinéennes sont allées à Macenta recueillir les produits. Et puis, le beau du travail a été fait à l'Institut Pasteur. Alors, de cette période jusqu'à l'installation d'autres laboratoires en République de Guinée, quel a été l'apport de l'Institut Pasteur dans la lutte contre Ebola en Guinée? Bonjour et merci. Donc, par rapport à cette question, l'apport de l'Institut Pasteur par rapport effectivement à ces premières suspicions qu'on peut appeler, c'est effectivement d'avoir des outils pour poser un diagnostic. Parce qu'effectivement, il y avait des patients pour lesquels il y avait un certain nombre de signes, des fièvres qui peuvent être associées à autre chose. Il fallait vraiment avoir des outils adaptés pour dire que c'est Ebola ou c'est pas Ebola. Les premiers échantillons sont partis à Lyon et donc là, les premiers diagnostics qui ont été posés et nous, dès effectivement qu'on a cette suspicion, on s'est préparé pour venir en Guinée. On est arrivé le 23 mars 2014 pour installer un laboratoire à Donga et pour effectivement tester tous les échantillons qui étaient venus de Macenta et effectivement de la zone forestière. Et du coup, on avait identifié effectivement que c'était Ebola qui en était la cause. Et donc, depuis ce jour-là, on a continué le travail, aussi bien au niveau du diagnostic, mais également l'objectif qu'on avait durant cette épidémie, c'était d'avoir des tests qui étaient beaucoup plus rapides parce que l'urgence, il fallait donner les résultats le plus rapidement possible. Et donc c'est un peu ça pour lequel on a travaillé et en plus de ce travail-là, on a contribué également à la formation des équipes sur place pour qu'effectivement, après les équipes internationales, que le relais puisse être assuré par les Guinéens eux-mêmes. Et c'est ce travail-là qu'on a commencé et qu'on va continuer durant les prochains mois. Docteur Gingari, je reviens à vous. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, pendant la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Guinée, près de 700 nationaux ont été recrutés. Près de 2000 consultants internationaux sont venus également pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pensez que le système de santé de Guinée a tiré le maximum de profit sur le plan technique, sur le plan de l'abord de la maladie? Est-ce que vous pensez que des retombées sont favorables à la Guinée après cette épidémie, malgré le bilan lourd? Merci, M. Kaba. Pour faire face à une épidémie de telle ampleur, il faut de la ressource, en particulier la ressource humaine. Et c'est pour ça que l'OMS a investi et a invité les autres partenaires également à investir dans les ressources humaines. Nous avons certes des consultants internationaux qui étaient venus, mais nous avons pensé aussi qu'il faudrait investir dans les Guinéens.
un transfert de compétences au niveau de la ressource nationale. C'est ainsi que près de 700 médecins, infirmiers, pharmaciens, étudiants en médecine guinéens ont été recrutés et envoyés dans toutes les préfectures de la Guinée. Et non seulement ils supervisaient, ils faisaient les investigations, ils supervisaient les agents communautaires également. On avait recruté des agents communautaires pour faire le suivi des contacts. Là aussi, près de 2000 agents communautaires ont été recrutés en fonction de l'épidémie dans les différentes préfectures. Et toutes ces personnes ont été formées, ont suivi de l'épidémiologie de base sur le terrain de façon opérationnelle, et nous allons faire en sorte que ces ressources aussi, en collaboration avec le gouvernement, que ces ressources-là puissent être injectées dans la fonction publique pour que quand les partenaires vont se retirer, ces jeunes Guinéens puissent prendre la relève et relever les défis de santé de la population guinéenne. L'autre aspect technique, je reviens à vous, M. Ousmane Faye, de l'Institut Pasteur, c'est cette inquiétude de la résurgence de la maladie. À l'Institut, vous faites des études. Est-ce que vous y avez pensé, puisque tout à l'heure j'ai évoqué le cas, le fait que le virus se maintient beaucoup plus dans certains liquides corporels tels que le sperme. Où nous en sommes? Tout à fait. Donc dans ce cadre-là également, on participe à un projet qu'on a appelé Post-Ebola, c'est-à-dire Post-Ebola en Guinée, pour lequel nous analysons au niveau des survivants tous les liquides biologiques. Et donc de ce fait, effectivement, à un certain moment, on a eu des positifs, mais actuellement, je peux vous dire qu'effectivement, le risque, il est réel. Du point de vue, ce qu'on connaît, on est parti jusqu'à 9 mois pour lesquels, effectivement, on a trouvé, en tout cas, du virus dans le liquide biologique, plus précisément au niveau du sperme. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a le risque qui est là. Mais effectivement, on continue ce suivi, mais ce risque-là aussi, il faut le nuancer, parce que j'ai dit effectivement que ça fait maintenant actuellement 2 mois qu'on fait le suivi de ces survivants pour tester les liquides biologiques et pour lesquels je n'arrive pas à avoir de positif. C'est pas effectivement, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de risque, mais quand même le risque il est minime et il faut assurer effectivement la gestion de ces survivants-là, les suivre quand ils développent des maladies. On a eu des cas effectivement de réactivation du virus. Quand ils développent des maladies, essayer de poser un diagnostic au niveau des différentes liquides biologiques pour savoir si effectivement le virus est réapparu. Donc ces recherches-là, on les fait actuellement au niveau, on a 2 cohortes qu'on suit au niveau de Macenta et au niveau de la Basse-Côte, pour lesquelles effectivement il y a un suivi régulier qu'on fait au niveau de ces survivants. Dr Djingari, est-ce que vous estimez que la lutte contre Ebola, à la tête de laquelle il y avait également l'OMS comme tous les autres partenaires, est-ce que le cas Ebola est un cas d'école, Ebola en Guinée? Effectivement, le cas est un cas d'école. Pour la première fois que nous avons une épidémie d'une telle ampleur qui a touché 3 pays, y compris les capitales de ces pays et plusieurs autres préfectures dans ces pays-là. Nous avons également appris beaucoup sur comment gérer les centres de traitement, comment mener la communication, comment faire les enterrements dignes et sécurisés. Mais nous avons aussi appris sur le virus. Ce virus, initialement, on pensait qu'il venait, il s'en allait, une personne guérie était définitivement guérie du virus. On se rend compte que maintenant, même si la personne est guérie et qu'il n'y a pas de virus dans son sang, il peut y avoir le virus dans d'autres parties du corps, notamment les testicules, les yeux, les articulations, etc., qui fait que nous avons mis en place un programme de suivi des survivants. Nous avons également appris, parce que nous avons un vaccin maintenant, qui est protecteur et qui peut être utilisé chez les contacts des malades pour pouvoir rapidement casser la chaîne épidémique et interrompre toute transmission de cette maladie. Nous avons également appris que pour lutter contre une grande épidémie de ce genre, il ne faut pas que des médecins, il faut aussi tous les autres corps de métiers qui puissent accompagner les médecins pour pouvoir lutter contre la maladie. Et nous avons aussi appris que le gouvernement doivent être en première ligne, parce que si le système de santé était bien portant, on aurait pu combattre cette épidémie dès les premières heures et puis que ça n'allait pas prendre les proportions que ça doit se faire. Le gouvernement doit également assurer la coordination des partenaires pour que les interventions puissent être harmonisées et alignées en fonction des intérêts bien compris du pays. Dr Arnaud Djingari, merci d'être venu. Merci M. Faye. Merci d'être venu. Merci.
Cette édition spéciale se poursuit sur la télévision nationale de la République de Guinée, mais également sur la radiodiffusion nationale. Nous recevons à présent sur ce plateau Dr William Pereira. Dr William Pereira est coordinateur de la lutte contre les maladies épidémiques au siège de l'OMS du côté de Genève, c'est en Suisse. Et à ma droite, Dr Momboli Jean-Vivien. Il est conseiller à la coordination, mais je rappelle qu'il est l'ancien coordinateur de la lutte contre Ebola au Congo, d'où vient même le nom Ebola. Alors, avant d'en venir à vous, docteur, je vais demander juste à docteur Vivien, quelle est la spécificité, puisque vous avez mené la lutte contre Ebola au Congo, d'où vient le nom Ebola, mais également vous avez suivi pas à pas la lutte contre Ebola en Guinée. Quelle est la spécificité de la Guinée par rapport à la lutte au Congo? Bon, la spécificité, je crois qu'on peut dire en quelques mots qu'il s'agit d'abord de l'ampleur de l'épidémie par rapport au nombre de cas que nous avons enregistrés, par rapport à l'étendue géographique. Ceci a conduit à des difficultés de mobilisation de ressources, parce qu'il fallait étaler ces ressources sur des distances très grandes, avec des moyens de communication limités au départ. Mais fort heureusement, la mobilisation générale des différents partenaires a permis d'avoir suffisamment de ressources sur le terrain avec le temps. Docteur William Pereira, vous étiez là dès le début, hein, presque les 6 premiers mois, vous étiez ici en Guinée avec toute la structure qui a lutté contre Ebola. Quelles sont aujourd'hui les principales leçons que l'Organisation mondiale de la santé a tirées à partir de la gestion globale des épidémies au monde, mais spécifiquement le cas guinéen? Oui. Tout d'abord, je pense que la première leçon, c'est la leçon d'humilité. Aujourd'hui, dans un monde où Internet, les téléphones mobiles ils commandent la vie des gens, on se rend compte qu'un virus peut mettre à genoux tout un pays et toute une communauté. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le comprenne assez rapidement pour entamer les réformes qu'il faut à tous les niveaux, au niveau des ministères d'un pays, mais aussi au niveau global et international, pour être sûr qu'une histoire comme Ebola ne se répétera plus jamais. Docteur Momboli, je reviens avec vous. Au cours de cette lutte contre Ebola en Guinée, on a vu non seulement la coopération nord-sud, c'est-à-dire les Européens ou les Occidentaux avec la Guinée, mais également la coopération sud-sud entre Guinéens et Congolais, mais également entre Guinéens et Léonais, Guinéens et Libériens, puisque les 3 pays étaient dans la même zone. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer et quels sont les avantages de cette coopération sud-sud? Alors, cette épidémie nous a surpris par son ampleur. Donc je crois que la mobilisation au niveau du continent africain s'est fait à travers les organes de coordination au niveau du continent. Je parle de l'Union africaine qui a coordonné la mobilisation de cadres épidémiologistes et médecins africains, et de même que le bureau régional de l'OMS, Afro, a également mobilisé les gens. Mais les leçons à en tirer, c'est certainement que nous n'étions pas préparés suffisamment à l'époque où l'épidémie a pris naissance ici en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est densément peuplée par rapport à l'Afrique centrale. On peut multiplier même par 50 la densité démographique en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale. Donc c'est une leçon à tirer, comme disait le collègue tout à l'heure. Il faudrait que la région Afrique, la Commission de l'Union africaine tire les leçons pour que désormais nous soyons préparés à cet acte de solidarité très important qui s'est manifesté mais avec beaucoup trop de retard. Docteur Pereira, est-ce qu'à votre niveau, il y a une certaine satisfaction? Est-ce que l'espoir est permis au niveau de l'OMS? Ah oui, l'espoir est permis. Je pense que les résultats que nous avons eus avec les vaccins ici en Guinée et les résultats préliminaires que nous avons avec les nouveaux traitements donnent certainement beaucoup d'espoir, pas seulement à la Guinée, mais à tous les pays qui peuvent souffrir de cette maladie. Mais aussi, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu un avant Ebola, il y aura un après Ebola. Et je pense que tous les agences, tous les acteurs qui ont été impliqués dans la lutte contre l'Ebola, ils ont compris que pour mener une lutte efficace contre les maladies, qu'elles soient Ebola ou n'importe quelle autre maladie épidémique, il faut se coordonner. On n'a personne
aucune agence, aucun pays peut à lui tout seul, aujourd'hui dans un monde globalisé, d'arriver au bout d'une maladie à potentiel épidémique comme l'Ebola. Il faut qu'on soit coordonné. Et c'est là que l'OMS doit montrer son leadership. Il faut qu'on sache amener autour du terrain tous les acteurs, que ce soit la communauté civile, les ONG, les instances nationales et internationales, mais aussi les unités de recherche, les universités et tous ces groupes de scientifiques qui peuvent ensemble nous aider à résoudre le problème. C'est comme ça qu'on est arrivé au bout de cette maladie, c'est comme ça qu'on a un vaccin aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est mis tous les uns à côté des autres et on a travaillé tous pour le même objectif. Et le rôle de l'OMS est là, montrer ce chemin, montrer ce leadership. Monsieur Mongouli, je vais finir par vous. Un mot d'espoir pour tous ces peuples africains. Oui, je crois que vous vous souviendrez que sous l'égide du président de la République de Guinée, un atelier international a été organisé sur les vaccins contre Ebola et les autres épidémies. Vous savez, parfois on dit que quand on cherche la bagarre à quelqu'un, il vaut mieux se renseigner contre qui on veut se battre. Le président de ce pays a pris l'initiative sur lui, le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, de faire un essai vaccinal pour la première fois au monde dans les conditions de terrain. Nous avons tiré les leçons de cet essai et je pense que le professeur Alpha Condé va prendre d'autres initiatives pour faire en sorte que cette fois-ci, la plus grande épidémie soit aussi la dernière épidémie d'Ebola. Docteur Mongouli, merci. Merci d'être venu. Merci, docteur Pereira. Merci bien. Mardi 29 décembre, nous l'avons dit en début de cette émission, nous y revenons. L'espoir, c'est la journée de tous les espoirs. Encore sur ce plateau, le retour du représentant de l'OMS ici en Guinée, Mohamed Belossine, et également du coordonnateur, le premier combattant sur le plan technique guinéen, Dr Sakoba Keita. Alors, Mohamed Belossine, représentant de l'OMS, vous l'avez dit dans votre message, Ebola c'est fini, c'est sûr, mais la vigilance est de mise. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Bien, la vigilance est de mise d'abord parce que l'Organisation mondiale de la santé a fortement recommandé qu'après les 42 jours durant lesquels on doit avoir zéro notification de cas prouvés de maladie d'Ebola, il faut aussi attendre 90 jours avant de pouvoir, disons, affirmer avec beaucoup plus d'assurance que nous sommes loin de la situation que nous avions vécue. Donc 90 jours pendant lesquels il est recommandé une surveillance accentuée et il est recommandé aussi la vigilance la plus absolue, y compris pour le traitement des décédés, enfin le suivi des gens qui décèdent et le traitement des corps, comme il a été ce matin précisé par le coordinateur national qui pourra revenir peut-être sur ce détail un peu plus tard. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il faut aujourd'hui faire preuve de vigilance pour éviter la résurgence de la maladie. Ça, c'est par le biais donc, du mécanisme de surveillance renforcée, mais aussi par la relance du système de santé. Ça a été mentionné tout à l'heure. La prise en charge des guéris d'Ebola, parce que nous savons maintenant que dans de très rares cas, les guéris d'Ebola peuvent eux-mêmes peuvent être porteurs du virus et donc qu'il faudrait les surveiller, les conseiller, les encadrer de façon à ce qu'ils ne se perdent pas dans la nature et puissent constituer un danger pour eux-mêmes et pour leur entourage. Docteur Sakoba, quand le chef d'État, professeur Alpha Condé, vous a nommé à la tête de la coordination, sa première phrase avait été que la lutte contre Ebola devrait être une opportunité pour la Guinée. Est-ce que vous pensez que ça a été vraiment une opportunité? En plus de cela, que va devenir cette coordination et que va devenir la lutte contre les épidémies en Guinée, docteur? Bon, dire que c'est une opportunité, c'est une lecture. Opportunité voulait dire d'analyser nos faiblesses et nos acquis, et profiter de la connaissance de nos faiblesses pour renforcer nos capacités de répondre et éviter la survenue des épidémies comme on l'a connu. Donc dans ce même ordre d'idée, quand on fait un bilan
on se rend compte que quand l'épidémie la venait, la Guinée ne disposait aucun laboratoire de confirmation d'une telle maladie. Moins encore des centres spécialisés pour hospitaliser ces types de maladies très mortelles. Et en plus, on n'avait pas de Guinéens qui avaient une connaissance approfondie pour la gestion d'une telle épidémie. Donc, opportunité, cette épidémie nous a permis de relever ces défis. Nous avons premièrement, aujourd'hui à ce jour, près de 9 laboratoires qui peuvent faire la confirmation non seulement de cette maladie, mais d'autres maladies à potentiel épidémique qui sont fréquentes en Guinée. Et deuxièmement, nous avons construit des centres d'hospitalisation appropriés, conformément aux normes standards. Je vous en ai dit au début, nous en avons prévu 34, dont 22 sont déjà finis leur construction et on a inauguré déjà 3. Donc en plus de ça, nous avons aujourd'hui plus de 3000 Guinéens qui ont reçu des formations, qui ont travaillé dans des CTP, qui ont appris à gérer, à faire des suivis selon les normes. Et en plus de ça, notre logistique s'est renforcée. Au début de l'épidémie, la plupart des préfectures qui étaient touchées n'avaient pas de véhicules de supervision. Et en cette fin d'épidémie, on a plus de 450 véhicules qui ont été mis à la disposition des différents acteurs pour assurer les tâches. Donc nous avons élaboré aussi un plan de renforcement du système de santé que nous pensons avec les partenaires mettre en œuvre pour que ce slogan devienne une réalité dans les années qui suivent. Professeur Béloussine, je reviens à vous. S'il y avait un message aujourd'hui, puisque c'est un problème de santé et que vous représentez l'Organisation mondiale de la santé, lequel serait ce message? Le message, si vous permettez, je voudrais donner 2 messages. Le premier, c'est un message, comme je disais tout à l'heure, de respect et de... je m'incline devant le courage et l'abnégation du peuple de Guinée et du gouvernement de Guinée. Ce n'était pas une période facile, ça n'était une période facile pour personne et être arrivé aujourd'hui à ce résultat, c'est grâce à ce courage et à cet engagement. Donc ça, c'est mon premier message. Mon second message, c'est un message de vigilance. Aujourd'hui, le monde est devenu, on le sait bien, est devenu un petit village avec les communications, les virus ne connaissent pas de frontières, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et il faut que sur cette victoire, nous construisions la garantie que ça ne reviendrait pas. Et pour que ça ne revienne pas, c'est ce que vient de dire le docteur Sakoba, c'est cette feuille de route de relance du système de santé avec au centre, vraiment aujourd'hui, au centre de ça, surveillance renforcée, surveillance renforcée, surveillance renforcée. Voilà mon message. Et félicitations encore pour le peuple de Guinée. Merci. Docteur Sakoba, vous me semblez un homme très ému ce matin, très heureux, après un parcours du combattant qui n'aura pas été du tout repos. La Guinée a fini avec Ebola et vous êtes le monsieur Ebola de Guinée. Un message pour les Guinéens, pour le gouvernement, pour la communauté internationale pour terminer cette émission. C'est vrai que je suis très ému, mais avec une ambivalence affective. D'un côté, je suis très content pour avoir terminé avec cette épidémie et limiter les dégâts. De l'autre côté, j'ai perdu 2536 Guinéens. C'est la première épidémie qu'on a connue en Guinée avec un taux de létalité de près de 60 et quelques %. Et parmi ces décès, j'ai perdu 115 agents de santé. Et cela m'interpelle. Donc ce que je dirais aux Guinéens, on a gagné une bataille. Personnellement, je suis à ma 23e épidémie que j'ai gérée depuis l'année 2000 où on m'a nommé à la tête de la division prévention. Toutes ces maladies de transmission hydrique et à travers les mains sales et l'eau suée, il faudra que l'acquis que nous avons eu pendant cette réponse où la majorité des Guinéens se sont appropriés de la pratique de ces mesures de prévention continue. Et nous devons le continuer à observer ces mesures d'hygiène. Cela pourra nous éviter d'autres catastrophes et même d'autres épidémies à l'avenir. Donc je salue tous mes compatriotes et tous les partenaires qui ont pris part de près ou de loin à ce combat. Et nous dirons encore, il y a d'autres combats, il faut se préparer.
car c'est en temps de paix qu'on pourra mieux se préparer contre les éventualités qui peuvent arriver dans le cadre des urgences et des catastrophes dont j'ai en charge au niveau du ministère de la Santé. Donc on remercie tout le monde et nous disons au peuple de Guinée, nous avons vaincu Ebola, mais on n'a pas vaincu toutes les épidémies. Donc il faut continuer la lutte jusqu'à ce que notre système soit très fort et débarrasser notre pays de ces épidémies qui nous ont tant ravagés. Merci. Docteur Sakoba, merci d'être venu. Merci à vous. Professeur Belossine, merci. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur la télévision nationale. Bye bye Ebola. À très bientôt. Mesdames, messieurs, bonjour.